Nous sommes le vendredi 13 avril, soyez les bienvenus, c'est l'instant RR comme région, 26 minutes pour parler de sujets qui vous concernent, parler bien-être et tendance. À l'image d'un hôtel d'un nouveau genre à Lyon, il répond aux nouvelles habitudes de consommation des clients. Restaurant 100% bio et circuit court, pas de télévision mais une bibliothèque. Nous visiterons les lieux dans l'instant R. On parlera également de pierres, mais pas n'importe lesquelles, non, des semi-précieuses qui auraient des vertus. Soigner le stress, éloigner les ondes négatives. Je vous présenterai une lithothérapeute, c'est le nom des professionnels. La pierre a un élément naturel, tout comme l'eau que l'on boit tous les jours, cette eau du robinet qui arrive à la demande. Mais est-elle de bonne qualité? Si elle peut être consommée sans risque, il s'avère qu'elle reste riche en nitrates, et ce qui n'est pas sans danger pour les nourrissons. Certaines pratiques agricoles nuisibles pour l'environnement n'y sont pas pour rien. On en parle dans la Vienne. Qu'y a-t-il donc dans l'eau qui coule de notre robinet? Pour tenter de le savoir, il faut se repérer dans les méandres d'Internet et surfer jusqu'au site du ministère de la Santé, là où pour le seul département de la Vienne, sommeillent des milliers de données, avec les résultats de tests effectués sur l'ensemble de ces communes. Y apparaissent des traces infimes de centaines de substances, et pour la majorité d'entre elles, des teneurs en nitrates significatives. Chaque année, l'Agence régionale de santé diligente localement 3000 contrôles. Pour l'ARS, les normes sont bien respectées. Notre référence, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments. Et la limite de qualité, c'est 50 mg. En dessous de 50 mg, il n'y a pas de risque pour la santé pour nous. Et le risque sanitaire est calculé, y compris pour les nourrissons. Et il n'y a pas de risque pour les nourrissons à ce taux-là. Cet avis, Rémi Gattard ne le partage pas. Pédiatre à Poitiers depuis plus de 30 ans, comme tous ses confrères, il déconseille la consommation de cette eau pour les nourrissons. Transformés en nitrites dans l'organisme, les nitrates pourraient nuire à l'oxygénation du sang des bébés. Dans la plupart des eaux de la Vienne, les nourrissons ne peuvent pas boire l'eau du robinet, et surtout avant 1 an, parce que les taux sont entre 20 et 50 mg par litre, ce qui est au-delà du seuil qu'on se donne en pédiatrie avant 1 an de 10 mg par litre. Acceptable ou pas, si cette eau coule, c'est que le syndicat des eaux y met les moyens, avec une eau traitée sur les 128 points de captage du département. Donc on traite des paramètres qui peuvent être les nitrates, des pesticides, du fluor, du fer. Des usines perfectionnées existent aussi, comme ici au Roche-Prémarie, où ce système d'ultrafiltration a coûté 4 millions d'euros. Ou l'usine près de Civray, un projet évalué à plus de 10 millions. Pour l'UFC Que Choisir, qui s'est attaqué récemment au problème, dans la Vienne, la situation n'est pas acceptable. On est dans la norme parce qu'il y a des usines qui traitent l'eau. Et si on continue à faire des usines qui traitent l'eau, à notre avis, c'est un blanc-seing donné à ceux qui polluent, puisqu'ils pourront continuer à polluer, puisqu'on lave l'eau avec des usines, aux frais du consommateur, ce qui n'est pas logique. Tout près de Poitiers, à Migny-aux-Anses, ce captage a longtemps été fermé. En cause, la forte teneur en nitrate de la ressource. Une pollution en grande partie imputable au secteur agricole pour l'association Vienne Nature. Pour elle, dans un des départements les plus agricoles de France, les mentalités sont difficiles à faire évoluer. Effectivement, les agriculteurs liés à la Chambre d'agriculture nous disent que maintenant, ils sont en train de changer, qu'ils étudient le sol, qu'ils vont mieux régler la quantité d'apport d'azote, avec des drones, avec des tas de techniques. Bon, ceci dit, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on entend ce discours et que ça ne bouge pas. La ressource en eau reste au cœur des débats dans la Vienne. Qu'elle coule dans les rivières ou de votre robinet, dans un département frappé régulièrement par la sécheresse, elle s'annonce donc comme un des enjeux majeurs des prochaines années. L'autre enjeu de taille est de répondre aux nouvelles habitudes de consommation. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à vouloir contrôler notre alimentation, à privilégier les univers relaxants. Les créateurs du Mob Hotel à Lyon l'ont bien compris. Ils ont d'ailleurs imaginé un espace différent de ce que l'on connaît aujourd'hui avec un restaurant bio ou encore des livres à la place de la télévision. Alors ça ressemble à quoi? Eh bien, Louise Eklund nous en dit plus. Mathieu,
Bonjour Louise. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bienvenue. Ça va, merci beaucoup. Merci de nous accueillir Avec en tout plaisir, cas. Avec grand plaisir. Alors on est au Mob Hotel. Mob Hotel, tout à fait. Mob, ça veut dire quoi? Alors Mob, c'est une référence à Maïmonide, qui était un philosophe médiéval juif. Et c'était un des premiers à prôner les vertus curatives des légumes. D'accord. Et ici, on est pro alimentation bio et beaucoup de légumes. Donc, est-ce que c'est une nouvelle tendance? Parce que j'ai du mal à décrire en une phrase le projet. Le projet, il se veut un petit peu comme une sorte de maison d'hôte. On garde les valeurs de ce qu'on aime dans la pension de famille, c'est-à-dire un staff proche des gens, un rapport à l'autre naturel, sincère, et on est dans une démarche vraiment de bienfaisance, qui est notre manière à nous d'accueillir l'autre, en fait, le voyageur. D'accord, j'ai envie d'aller plus loin. Allez, je te fais visiter un petit peu. Ok. Allez. C'est parti. Donc, on passe un petit peu cette épicerie. Donc là, tu as des produits de dépannage d'hôtel, des cosmétiques. Oui, c'est très utile. Je vois du dentifrice, parce que ça arrive souvent qu'on oublie. Dentifrice, on oublie souvent, donc voilà, on en a. On fait en sorte que ce soit pareil bio dans l'ensemble, sur les cosmétiques, etc. Ouais, c'est une marque assez sympa, voilà. Là, c'est un pop-up store qui est un peu plus grand. Alors, un pop-up store, c'est un magasin éphémère. Magasin éphémère, tout à fait. Vous surfez quand même sur la tendance. En tout cas, nous, on a créé un lieu qu'on voulait, donc je ne sais pas si on sort sur la tendance, mais peut-être qu'on participe un peu à la créer. Ensuite. Alors, si tu veux, on peut aller vers le restaurant. Donc, c'est un resto bio. Resto 100% bio, on travaille en circuit court avec les coopératives agricoles. Donc, on organise d'ailleurs un marché bio devant l'hôtel tous les vendredis pendant 2 heures avec un de nos fournisseurs principaux qui s'appelle Biorégion. Tout en circuit court. Et le circuit court, juste pour rappeler aux gens, c'est? C'est local, on essaye que les produits viennent dans un périmètre de 10 à 30 km à la ronde de l'hôtel. On est où là? Là, on est dans une suite, on est au 2e étage. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une junior suite qui fait 36 mètres carrés. Ok. Et donc on peut venir à 2 jusqu'à 6 personnes dans cet espace. Donc combien ça coûte pour une chambre pareille? Alors à peu près, parce qu'il y a toujours des petites nuances selon la saisonnalité, mais on est environ aux alentours de 169 € pour une suite comme ça. Donc l'idée, c'est un peu la maison, loin de la maison, quoi. C'est comme à la maison. At home, chez soi. Quoi. Voilà, avec les services d'un hôtel. Et une question, comment on fait pour regarder, on a la solution si on n'a pas de télé dans la chambre? C'est très simple, vous allez à la réception et donc vous avez des iPads qui sont en location. Et aussi aujourd'hui, pourquoi on n'a pas mis de télé? C'est parce que une grande partie des clients ont de toute façon soit une tablette, soit un ordinateur et ne sont plus passifs, quoi. Ils regardent la télé quand ils ont envie de regarder leur programme. Donc voilà. Merci beaucoup pour la visite. Avec grand plaisir. Et pour visiter cet hôtel d'un nouveau genre et découvrir une série d'autres initiatives, Louise Ekland vous attend demain à 10h50 sur France 3 dans l'émission On a la solution. Vous vous souvenez sans doute du film Intouchable, l'histoire d'un homme tétraplégique et de son auxiliaire de vie? Eh bien, il y a un peu de ça dans cette maison partagée de Côte d'Or. Ici sont logées des personnes handicapées souffrant de lésions cérébrales et des personnes valides, en l'occurrence des éducateurs spécialisés ou des jeunes en service civique. Une grande famille en quelque sorte où les notions de fraternité, d'entraide et du vivre ensemble font partie du quotidien. Une très belle leçon de vie. C'est comme à la maison. Voilà comment les habitants du lieu décrivent leur colocation. Depuis 3 mois, tout ce petit monde, handicapé comme valide, vit sous le même toit et met la main à la pâte. Sia, t'attends que la Lana elle fait les tartines. Non mais bon, qu'elle a pas, je vais faire des tartines non plus. L'ambiance est blagueuse entre Lana, la responsable de l'appartement, et Jérémy. Ces deux-là aiment se mettre en boîte. Nathalie, son truc à elle, ce sont les repas. Après avoir vécu des années dans un foyer spécialisé où tout était fait à sa place, elle règne désormais en maître sur les fourneaux. J'aime bien faire la cuisine, un peu de ménage dans le studio. On est tous indépendantes, on est chez nous. C'est le propre ou ça, le propre. C'est propre. C'est propre. Du coup, tu vides ça? Tu veux que je t'aide ou pas? Oui. Je charge des verres alors. Oui. Ce sont vraiment dans des choses très simples de la vie quotidienne, des choses très concrètes, que se tissent ces relations et ces complicités.
C'est certain que quand on prépare un repas, on peut discuter, on peut se taquiner, et c'est à ce moment-là que la relation s'enclenche et se tisse. Les assistants de vie et les jeunes en service civique vivent sur place avec les résidents. Les salariés ont évidemment des horaires à respecter quand ils sont en service, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est très libre, chacun a son studio. Chaque résident peut donc se lever ou se coucher à l'heure qu'il veut, recevoir facilement ses proches, s'isoler s'il le souhaite. Mais c'est bien dans la salle à manger que la notion de vivre ensemble prend toute sa dimension. Jérémy, tu veux manger quoi cette semaine? Hamburger. Ça veut dire que vous avez déjà siphonné le dernier paquet là? Vache, j'en ai même pas mangé un. On décide tous ensemble, on discute, puis on essaye de trouver un consensus qui correspondra à tout le monde. C'est la communauté en fait, c'est comme ça. Que tu remets un doute de tes clés. Ce jour-là, Laura a besoin d'être aidée dans ses démarches administratives et elle peut compter sur la communauté justement. C'est Vinciane, la coordinatrice médico-sociale, qui épaule la jeune femme. À 21 ans, pas facile de s'y retrouver dans les différents papiers de prise en charge. C'est plus simple qu'il y ait quelqu'un pour nous aider, qu'on le fasse tout seul, pour que plus tard, si jamais on vit tout seul, pour savoir le faire de nous-mêmes. Cette maison partagée accueillera à terme 12 personnes handicapées et 12 personnes valides. Une toute petite structure qui a nécessité un énorme investissement de la part d'une poignée de bénévoles. C'est un gros travail, un marathon. Ça fait plus de 6 ans que ce projet est en route. Un marathon à la fois administratif, financier, médiatique, politique. Un gros travail pour embarquer les gens. Ça prouve que la fraternité touche et a de l'avenir. Une fraternité qui donne envie de croquer la vie à pleines dents. Resto, shopping, ces colocataires, presque comme les autres, commencent à multiplier les sorties en commun. Ce lieu n'est pas qu'un cocon, il se veut ouvert sur l'extérieur. Bon appétit! Merci. Vous regardez l'Instant R, merci d'être avec nous. À suivre, la découverte d'un élevage pour le moins inattendu dans le Doubs. Ici, des passionnés bichonnent des lamas et des alpagas, un air de Pérou en Bourgogne, vous verrez. Nous rencontrerons ensuite Jeanne, une passionnée d'astronomie. Les planètes n'ont aucun secret pour elle, ce sera notre instant portrait. Mais tout de suite, on parle bien-être et médecines alternatives. Certains en sont convaincus, différentes pierres semi-précieuses seraient un remède formidable contre le stress, les déprimes et même les ondes négatives. Pour tenter de comprendre, nous sommes allés à Albert rencontrer des lithothérapeutes. Ce sont ces professionnels qui utilisent des pierres et des minéraux pour rééquilibrer et harmoniser le corps. Chaque matin et chaque soir, Jacqueline Magny exécute le même rituel. Elle change ses bracelets et ses colliers comme des talismans. Ces pierres lui ont redonné le bien-être perdu il y a 10 ans lorsqu'elle part à la retraite. Je ne peux plus les quitter. Je pleure moins, je fais moins de dépression. J'ai retrouvé un peu le sommeil, je dirais même beaucoup. Je ne suis pas à me réveiller je ne sais combien de fois. Pour les douleurs, c'est vrai que ça m'a bien amélioré les douleurs que j'avais dans la hanche. Ça n'a été que bénéfique, si vous voulez. Bénéfique, ces pierres lui ont été vendues par Nathalie Fourmeau. Passionnée par la lithothérapie depuis son enfance, elle en a fait son métier il y a quelques années. Elle connaît tous les minéraux sur le bout des doigts. Ici, on est surtout dans une catégorie de pierres de protection. D'accord. Tout ce qui est noir, c'est la protection. D'accord. Avant tout. Voilà. Ici, vous avez des pierres de labradorite. D'accord. C'est une pierre de protection qu'on va donner aux gens qui ne savent pas dire non, qui sont un petit peu, voilà, qui rendent beaucoup de services aux autres, dont les soignants, par exemple. Les pierres, surtout précieuses, étaient réservées aux rois et aux nobles. Mais des utilisations médicinales ont déjà été évoquées dans l'Antiquité, ou même par le médecin de Louis XIV. Les Gaulois, eux, mettaient une pierre d'ambre dans leurs bottes avant une bataille. Aujourd'hui, la lithothérapie s'est popularisée. Je viens vous voir pour avoir des pierres de protection. En fait, l'œil de tigre, c'est une pierre qui est très forte en énergie. Et qui va rejeter, elle fait un bouclier de protection contre la méchanceté. Donc elle va rejeter la méchanceté des gens. Pas dit qu'elle n'aura pas de méchanceté, mais les gens vont se la reprendre.
Donc c'est une pierre assez magique, entre guillemets, sauf que j'aime pas le mot magique, mais elle est assez bizarre cette pierre. C'est que, et ça marche très très bien. Cette boutique Picarde vend 80% de ses créations dans le monde entier grâce à Internet et à des conseils téléphoniques. Oui, tout à fait, c'est une pierre d'aimant. Donc l'idéal, c'est d'en porter deux, effectivement. Vous avez bien lu. 4000 pierres existent dans le monde. Ici, seulement quelques centaines sont proposées à la vente, un business florissant. Les gens reviennent aussi au naturel, hein, tout bêtement. Et donc c'est fort demandé, effectivement, tout ce qui est pierre, bien-être. Et pour aussi l'amitié, pour le réconfort, ça va être pour la dépression, comme par exemple l'améthyste, le cristal de roche, le quartz rose. Voilà, ça c'est boutique qui est souvent aussi vendue sur Internet. Ces pierres-là sont fort demandées aussi. Choisir sa pierre en fonction de son état d'âme, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On travaille beaucoup les pierres avec les chakras. C'est important, l'emplacement, on va poser la pierre en fonction de ce qu'on veut qu'elle nous donne aussi. Un pendentif, par exemple, va être bien moins une pierre qu'un collier, donc va être moins efficace qu'un collier qui est posé sur les vertèbres sur quelqu'un qui est hyper nerveux. Savoir placer les pierres sur le corps. Davy Brahms en a fait sa profession. Il pense que les énergies humaines seraient régénérées grâce à l'aventure bleue, la citrine, la calcite ou encore le quartz rose. Alors ce que je fais là en fait, c'est pour enlever les énergies négatives grâce aux pierres. Les pierres en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont absorber le négatif. Et du coup, avec la main, on passe par au-dessus et on va venir dégager le négatif grâce aux pierres. Les pierres ne sont pas des médicaments. Reste que la lithothérapie n'a rien d'une science exacte. Aucun diplôme universitaire n'est dispensé dans ce domaine. Or, les pierres peuvent même avoir un effet négatif. Un conseil avisé est donc essentiel. Alors, il faut faire attention parce qu'un malachite, il ne faut pas la porter forcément très longtemps. Qui est à base de cuivre, qui a une forte tenance en cuivre et qui peut un petit peu être un poison entre guillemets. Loin d'être une médecine ou un substitut à la pharmacologie conventionnelle, la lithothérapie séduit de plus en plus en France pour une raison simple. Avant de soigner, une pierre est aussi un bijou qui fascine. Ce ne sont pas les pierres qui fascinent Jeanne, mais les planètes. Comme pour les 50 000 amateurs recensés dans les clubs, l'astronomie est sa grande passion. La voûte céleste n'a plus aucun secret pour elle. Des heures durant, elle observe, photographie le ciel. Elle pourrait d'ailleurs nous en parler des journées entières. Une vraie personnalité, comme on les aime dans l'instant R. C'est le portrait du jour. La lumière, le mouvement, avec ces images, Jeanne Boudmy réussit à saisir l'insaisissable. J'aime bien les nuages. Il y a toujours de la beauté à regarder. J'aime bien aussi faire des timelapses de nuages. On voit qu'ils se créent de rien en fait. Ils apparaissent tout seuls dans l'atmosphère. Et quand la nuit tombe, le ciel lui dévoile ses plus beaux secrets, comme la fameuse nébuleuse d'Orion. C'est un des plus beaux objets du ciel de l'hiver qu'on adore regarder régulièrement. Ça ressemble à une flamme d'un certain côté ou à une rose, on peut voir une fleur dedans. C'est vraiment beau, c'est une œuvre d'art dans le ciel. C'est un monde fascinant qui donne même le vertige. La galaxie d'Andromède, qui est la plus proche de nous, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Donc quand la lumière en est partie de là-bas pour arriver jusqu'à nous, en fait sur Terre c'était les Australopithèques avec Lucie. C'est génial. Et Jeanne n'est jamais au bout de ses surprises. Devinez par exemple qui se cache derrière ce trait blanc. Petit indice, c'est un Normand. Ce trait blanc, c'est la station qui se déplace dans le ciel pendant 13 secondes que je prends avec mon appareil photo. L'anecdote, c'était le jour de mon anniversaire, donc j'ai eu Thomas Pesquet dans mon jardin, comme cadeau. Classe. D'après la météo, la nuit devrait s'éclaircir. Jeanne retrouve donc ses camarades de jeu pour une soirée à la Belle Étoile. On se promène, on peut y passer des heures, on y passe des heures chaque soir. Et puis l'ambiance club, là c'est sympa. On est pas mal ce soir et chacun a des centres d'intérêt un petit peu différents. On se donne des astuces, des petits conseils. On fait des défis, tiens ce soir on essaie de pointer telle chose. C'est sympa. Dans le club de la girafe, du nom de cette constellation, vous trouverez des astros férus de photos. D'autres fascinés par la science
Et voici même l'étoile du bricolage capable de fabriquer son propre télescope. Sachant que j'étais pas bricoleur du tout à la base. Mais bon, ça demande un peu de temps quand même, mais c'est pas en soi, ça n'a rien de vraiment difficile. Pour y arriver, il faut un peu de patience, un peu de minutie, un peu de courage, mais non, sinon ça se fait bien. Il y a un petit peu de brouillard, donc j'ai pas beaucoup d'objets lointains à fixer. C'est pas possible, à moins que ça se lève par un miracle. On va attendre un petit peu. Ça, c'est la particularité du ciel normand. Il faut être d'une extrême patience pour déjouer les caprices de la météo et braver le froid. Alors en attendant, les girafons discutent constellation bien sûr, mais aussi philosophie. Il faut être humble. On dit Uber Eats, on dit quand même une poussière d'étoiles, on est des poussières d'étoiles. De savoir d'où l'on vient, on vient de là-haut. Donc c'est sympa aussi de regarder ce qu'il y a là-haut. Jupiter, on doit le voir à partir de 11h, un truc comme ça. Il est assez bas, mais bon, ça monte assez vite. Hein. Et alors, à l'heure où Jupiter devrait pointer le bout de son nez, qu'en est-il? Il n'y a rien à voir ce soir. Hein. Déçu? Un petit peu, oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est toujours un peu frustrant, mais c'est la nature qui décide. C'est sans doute ce manque qui crée l'envie. Mais rassurez-vous, le lendemain, le ciel lui a réservé quelques pépites, comme la grande ours. Ou encore, ce défilé de nuages, qui peut se révéler, c'est vrai, extrêmement radieux. Et si l'astronomie vous intéresse et que vous voulez connaître les dates des événements organisés dans votre région, le site de l'Association française d'astronomie est le suivant. On va voyager maintenant direction le Pérou, mais en Bourgogne, pour enquêter sur la production de laine. Une poignée de passionnés élèvent plus de 50 lamas, mais aussi des alpagas. Gaëlle Gandon s'est initiée aux techniques d'approche. Est-ce que je peux le toucher? Mais bien sûr. C'est impressionnant, je le touche n'importe où? Sur le cou, regardez, tout, ça va être tout doux. Coucou, oh, ouais, ça donnait envie. C'est aussi doux que ce que ça paraît doux. Oh, et le petit à côté? Alors lui, c'est Moka. Moka, coucou Moka. Je peux te caresser? Oh oui, oh, il m'a tendu un peu sa tête. Ils s'apprécient tous ou il y en a qui sont copains et d'autres pas? Ah ben ça c'est comme chez les humains, hein. Il y a les grands copains, les pas copains du tout. Ce sont des animaux grégaires, donc forcément ils apprécient de vivre en troupeau. On ne peut pas laisser un lama tout seul dans un champ, il aime être avec des congénères. On va aller voir le chef du troupeau, on va aller voir Daikiri. C'est un étalon lama qui vient de rentrer dans l'élevage. Il a 7 ans. Ah, il est bien plus vieux que les autres? Oui, il est plus âgé. Mais les étalons commencent à reproduire qu'à partir de 3 ans. Ah, ok, donc il en faut un. C'est marrant, ils ont des poils plus courts que d'autres. C'est normal la tonte comme ça? Eh bien, sur le lama, on va attendre que la première qualité, donc c'est-à-dire le ventre. Et Mais il a de la chance d'avoir une si belle toison quand même, parce que sur les hauteurs là, de Mamirol, il fait pas si chaud. Hein. Ah ben j'ai peut-être une petite idée. Chloé, tu peux aller nous chercher quelque chose pour Gaëlle? Et c'est ta laine à toi que je vais porter là. On peut faire un bon poncho. Super, allez, poncho. La tête la première. Hop, on plonge. Tac. Ah, c'est bien là, merci. On est super bien. C'est aussi doux que ce que vous touchez ou plus? C'est plus doux que ce que je touche. Eh bien, on va vous emmener voir pourquoi c'est plus doux. Parce que c'est pas leur laine? Et non, c'est la laine des alpagas. Les alpagas sont des camélidés, comme les lamas. Ils sont des cousins domestiques des vigognes qui, elles, vivent à l'état sauvage dans la cordillère des Andes. Elles viennent d'être tondues, elles? Ah non, ah bon? Elles aussi, elles ont été tondues doucement. Au mois de mai, comme les autres. Simplement, elles sont beaucoup plus denses. Si vous mettez votre main comme ça, vous voyez qu'il y a une autre densité par rapport au lama. Complètement. Mettez votre main ici, Gaëlle, vous allez voir, c'est d'une douceur. Oh, ouais. Et regardez votre main, elle est toute propre et elle n'est pas grasse du tout. Parce que ça, c'est le propre de l'alpaga et du lama. C'est une laine hypoallergénique, il n'y a pas de suin dessus. C'est pour ça qu'elle ne vous gratte pas. Ils viennent d'ici, ils viennent de France, ces alpagas? Alors, tous nos lamas que vous avez vus viennent de France. Nos alpagas, nos vieilles souches, entre guillemets, viennent du Chili et du Pérou. Et quel est alors l'avantage de cette laine par rapport à la laine du lama? Ou plus franchement, de la laine, oui, du mouton? Parce qu'on a vu, vous avez un petit mouton. Pourquoi pas utiliser simplement le mouton? Eh bien,
parce que la laine de mouton déjà est beaucoup plus grossière que la laine d'alpaga. La laine d'alpaga est une fibre beaucoup plus fine qui va bien mieux isoler. Regardez, vous avez un grand poncho sur les épaules et puis vous ne croulez pas sous le poids de votre poncho. Non, et c'est agréable, voilà, c'est aéré, c'est agréable. Combien de kilos vous récoltez de laine par an sur un élevage de 70 animaux? Alors tout dépend. Vous voyez, par exemple, Estrella va me donner à peu près 3 kilos de laine. Et pour fabriquer un poncho comme ça, il me faut combien de grammes de là, laine? je suis sûre que vous êtes à environ 300 grammes. Okay. Parce que c'est tellement léger, c'est plus après une question de longueur de fil que de poids. Donc par an, vous fabriquez à peine une dizaine de ponchos comme celui-ci, à peu près. Sur un animal. Sur un animal. Oui. D'accord. Et Gaëlle vous attend au milieu de ces lamas et de ces alpagas samedi à 12h50 sur France 3 dans l'émission Les Nouveaux Nomades. Quant à moi, je vous retrouverai avec un immense plaisir lundi à 10h50 pour l'Instant R, le magazine qui parle de sujets qui vous concernent grâce aux 24 rédactions régionales de France 3. Très bon week-end. Midi en France, c'est maintenant.